À la Défense, on l'appelle le bloc de glace. Dans les articles économiques, son portrait apparaît avec toujours les mêmes mots. Implacable, stratège redoutable, intransigeant. Les journalistes aiment ces adjectifs. Et à vrai dire, ils ne sont pas totalement faux. Gabriel Delcourt, 42 ans, PDG du groupe Delcourt Logistique, leader français de la supply chain pour le e-commerce, ne sourit pas beaucoup. Il parle peu. Et quand il parle, il tranche. Les réunions du lundi matin sont devenues une sorte de légende interne. On dit qu'il y a fait tomber plus de projets qu'une crise sanitaire. Ça manque de chiffres, ça. Ça manque de vision, ça. Ça manque de courage, surtout. Ses phrases sont courtes, comme lui. Grand, sec, costume sombre impeccable, regard gris acier derrière des lunettes fines. Il n'élève jamais la voix. Il n'en a pas besoin. Quand il entre dans la salle, on se redresse un peu plus, on range son téléphone, on remet en place son masque professionnel. Les nouvelles recrues pensent qu'il est froid par mépris. Celles qui restent assez longtemps comprennent qu'il est froid par nécessité. Il y a 4 ans, sa femme est morte dans un accident de voiture. Un soir pluvieux de novembre sur l'A13. On lui a annoncé ça au téléphone, entre 2 vols pour Berlin et Madrid. On dit que ce jour-là, quelque chose en lui s'est figé. Depuis, tout ce qui n'est pas rationnel, calculable ou maîtrisable, il le tient à distance. Tout, sauf une chose. Dans un appartement lumineux du 11e arrondissement de Paris, loin des salles vitrées de la Défense, un garçon de 9 ans jongle avec ses Legos sur la table du salon. Papa, Gabriel, la cravate desserrée, l'ordinateur encore ouvert, lève les yeux. Oui, Paul, tu sais que tu as encore raté la répétition de théâtre. Il pince les lèvres. Je sais. Paul le regarde, sérieux, avec ses mêmes yeux gris, plus doux, qu'il lui a donnés. Tu sais que tu le dis souvent. Je sais. Oui. Mais tu viens pas plus. Gabriel se tait. Les mots du conseil d'administration de ce matin tournent encore dans sa tête. Croissance, fusion, plan social. La journée a été une suite de décisions difficiles. Et voilà que son fils lui rappelle la plus importante de toutes, être là. « Je suis désolé, dit-il enfin. « Maman, elle venait toujours, murmure Paul. La phrase tombe comme une pierre. Gabriel ferme les yeux une seconde. Il s'oblige à respirer. Maman travaillait moins que moi, tente-t-il. Paul fronce les sourcils. Tu dis toujours que tu es le chef. Donc si tu veux partir plus tôt, tu peux. L'innocence de l'enfant ne connaît pas encore les boards, les actionnaires, les dossiers qu'on ne ferme jamais vraiment. Je vais venir la prochaine fois, dit Gabriel. Tu l'as déjà dit. Cette fois-ci, je te le promets. Il le regarde très sérieusement. Promis juré. Le juré reste coincé dans sa gorge, mais il l'avale. Promis juré. Paul hoche la tête. Ok, on aura besoin de toi. Pourquoi? Parce que je crois qu'on a une nouvelle maîtresse de théâtre, répond l'enfant. Et que tout le monde dit qu'elle est super gentille. Gabriel esquisse un sourire. Il ignore encore à quel point cette phrase est vraie. De l'autre côté de la ville, dans une résidence plus modeste de Montreuil, une femme bataille avec une fermeture éclair récalcitrante. Léa, si tu respires, ça m'aiderait. Je peux pas respirer été. Fermer mon manteau, maman, c'est impossible, proteste une petite voix. Eva rit, malgré elle. Tu as appris trop de mots compliqués, toi. C'est la maîtresse qui dit ça. Ce n'est pas impossible, il faut trouver des stratégies alternatives, imite Léa, 5 ans, d'un ton très sérieux. Camille Lefebvre, 35 ans, enfonce enfin la fermeture du manteau. Voilà. Léa claque des mains. On y va au centre? Oui. Théâtre ce soir. La petite saute à pieds joints. Tu restes? Camille hésite. Elle a des mails en retard. Un article à corriger pour le journal local qui la paie en pige. Une lessive qui attend. Mais elle voit la lumière dans les yeux de sa fille.
Je reste. Youpi. Camille attrape son sac, vérifie machinalement son compte en banque sur son téléphone. Découvert. Autorisé frôler. Elle soupire. Depuis sa séparation d'avec le père de Léa, un musicien qui a pris son envol avec une autre tournée et une autre femme, elle jongle avec les heures de cours de théâtre qu'elle donne dans les écoles, quelques ateliers au centre d'animation du quartier et des piges pour survivre. Ce soir, c'est un atelier théâtre parent-enfant dans le centre de loisirs de l'école Jean Jaurès, dans le 11e, une remplaçante à la dernière minute, parce que l'animatrice habituelle est en arrêt. Juste quelques séances, lui a dit la directrice du centre. On ne peut pas te payer beaucoup, mais ça te fait un pied à Paris, intramuros. Camille a accepté, pour le cachet, bien sûr, mais aussi parce qu'elle a besoin d'air, et que le théâtre est le seul endroit où elle se sent vraiment respirer, même entourée d'enfants surexcités, même dans des salles des fêtes qui sentent la soupe. Ici commence la trajectoire de deux solitudes, un PDG à la froideur d'acier, une mère célibataire habituée à tout porter seule. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont se rencontrer dans une salle au néon blafard, entre des déguisements trop grands et des rires d'enfants. Et cette rencontre va fissurer plus qu'une armure. La salle polyvalente de l'école Jean Jaurès n'a rien d'un théâtre. Le sol est en lino usé, les murs couverts de dessins d'enfants et de panneaux « Sécurité incendie ». Pourtant, ce soir-là, il y a quelque chose dans l'air. Des chaises ont été disposées en demi-cercle, des foulards colorés traînent sur la scène improvisée, une enceinte Bluetooth crache une musique douce. Camille arrive avec Léa, un sac rempli de marionnettes sous le bras. Elle a mis un jean noir, un pull rouge, ses cheveux relevés à la va-vite. Elle a toujours eu cette présence qu'on remarque, même quand elle ne cherche pas. Bonsoir. Quelques parents se tournent. Des mères surtout, un père avec des lunettes rondes, une autre femme enceinte, et lui. Il n'est pas en costume ce soir. Juste un pull marine, un jean sombre, un manteau sur le bras, mais il a cette allure qui fait qu'on le devine en haut de quelque chose. Son fils est à côté de lui, droit comme un i, l'air un peu intimidé. Camille a l'habitude de jauger les salles très vite. Elle repère le stress des parents, l'excitation des enfants, les tensions silencieuses. Quand son regard croise celui de Gabriel, elle sent un truc étrange, une sorte de froid, mais pas un froid agressif, plutôt un froid de quelqu'un qui se tient très loin, même en étant là. Elle sourit à tout le monde. « Bonsoir, je m'appelle Camille. Je vais animer les ateliers théâtre du mercredi. » Elle parle, ses mains bougent, sa voix est claire. Elle explique le but, jouer, inventer, créer un espace où les parents et les enfants échangent autrement. Elle voit certains visages se détendre, d'autres rester fermés. Le sien, à lui, reste impassible. « On va commencer par un petit jeu très simple, dit-elle. Les enfants, vous êtes des statues. Les parents, vous êtes le vent. » Elle n'a pas le temps de finir qu'une main se lève. Gabriel. « Oui, je ne suis pas très... théâtre, avoue-t-il. » Quelques parents rient. « Ça tombe bien, » répond Camille. « On n'est pas là pour faire de vous des acteurs, mais pour vous faire jouer avec vos enfants. » Elle le voit hésiter. Le fils Paul lui lance un regard suppliant. « S'il te plaît, papa. » Gabriel inspire. « D'accord. » Il se lève, un peu raide. « On commence debout, en cercle, » propose Camille. « On pose les sacs, les téléphones, les soucis, ici, sur la chaise du fond. » Elle montre une chaise vide. Un père rigole. « Si on pose les soucis là, il va falloir une deuxième chaise. » Elle sourit. Alors on en met deux. Petite vague de rire. Elle voit Gabriel glisser son téléphone dans la poche de son manteau. C'est déjà ça. Le premier exercice est simple. Marcher dans la salle. S'arrêter. Se regarder dans les yeux pendant 3 secondes, sans parler. C'est le genre de choses qui met toujours les adultes
un peu mal à l'aise. Camille le sait, elle joue avec ça. On marche, on respire, on se croise. Et quand je dis stop, on regarde la personne devant soi, sans rien dire. Elle lance la musique, douce. Les corps se meuvent, hésitants puis plus sûrs. Stop! Camille s'arrête devant une mer, qu'elle ne connaît pas encore. Un peu plus loin, Gabriel s'immobilise. Devant lui, une petite fille avec un manteau bleu ciel et des yeux marron rieurs. Léa. « Salut » dit-elle. « On n'est pas censé parler, je crois » répond-il. Il se reprend. Enfin, elle rigole. C'est pas grave. Paul, lui, s'est arrêté devant une femme aux cheveux relevés, un sourire doux. Camille. Il se regarde, un peu gêné. 3 secondes, c'est long. Surtout pour un enfant timide. « Tu t'appelles comment » chuchote-t-elle, elle malgré la consigne. « Paul. »« Enchanté, Paul. » Elle lui sourit. « Tu as déjà fait du théâtre » ?« Non. Maman en faisait avant. » La phrase la touche. Elle n'en fait plus, elle est morte. Camille a un réflexe. Poser sa main sur son épaule. « Merci de me l'avoir dit. » Elle ne dit ni « oh » ni « je suis désolé ». Elle sait que les enfants n'ont pas besoin de ces phrases-là. Ils ont besoin qu'on accueille leur réalité comme elle est. « On reprendra ça dans un autre jeu, d'accord » chuchote-t-elle. Il hoche la tête. La séance continue. Gabriel s'applique, maladroit parfois, à faire semblant d'être un arbre, un vent, une statue. Camille l'observe du coin de l'œil. Il a une façon de se retenir constamment, de vérifier tout, même quand il doit juste marcher. Et puis, de temps en temps, un éclat, un sourire, quand son fils improvise une réplique, un rire réel, quand Léa fait une imitation improbable d'un lion amoureux. À la fin, les parents remettent leur manteau, les enfants ramassent leurs dessins. Camille félicite tout le monde. Merci d'avoir joué le jeu. Les parents sortent peu à peu. Gabriel s'avance, Paul à côté. Merci pour l'atelier, dit-il, avec plaisir. Il hésite. Je ne suis pas très à l'aise avec ce genre de choses, reconnaît-il. Je sais, répond-elle. Il fronce les sourcils. Comment ça, vous savez ? Ça se voit, sourit-elle. Elle se corrige. Mais vous avez été là. Elle regarde Paul. Et ça, pour un enfant, c'est déjà énorme. Gabriel baisse les yeux 1 seconde. Je ferai en sorte de revenir. Ce n'est pas moi qu'il faut convaincre, dit-elle doucement. Elle pose son regard sur Paul, qui le fixe avec une intensité silencieuse. C'est lui. Sur le chemin du retour, Gabriel demande « Tu as aimé ?»« Oui », répond Paul sans hésiter. « Qu'est-ce que tu as préféré ? Quand tu as fait le cheval ?»« Le cheval ? Oui. » Paul imite la scène. « Naï, je suis le cheval qui a peur des flaques. » Gabriel rit malgré lui. « Merci pour ta description flatteuse. » Et aussi quand Camille, elle a fait semblant d'être un vieux monsieur qui râle. Il sourit. « Camille, hein ?» Le prénom glisse un peu trop facilement dans la conversation. « C'est son prénom, » répond simplement Paul. Gabriel regarde la nuit défiler derrière la vitre du taxi. Il ne sait pas encore que ce prénom va revenir très souvent dans sa vie, et que la froideur d'acier derrière laquelle il se cache ne tiendra pas longtemps devant elle. Les mercredis s'enchaînent. Camille découvre les enfants, leur manière de se cacher ou de se montrer. Elle découvre aussi les parents, leurs regards inquiets, leurs sourires timides. Elle a un talent rare. Elle met les gens à l'aise sans les forcer. Avec Gabriel, c'est plus compliqué. Il continue de venir. Toujours un peu raide au début, puis un peu plus léger à mesure que les jeux avancent. Camille remarque sa façon de vérifier son téléphone discrètement, de disparaître 1 minute pour un appel important avant de revenir. Elle remarque aussi qu'il tient parole. Il est là, même quand il arrive en courant, la cravate dans la poche, visiblement sorti d'une réunion qui a duré trop longtemps. Il arrive. Après un exercice particulièrement drôle,
Une improvisation où les parents doivent jouer les enfants et les enfants les parents, Gabriel se retrouve à imiter Paul en train de refuser de se brosser les dents. « Mais papa, j'ai pas besoin, je les ai brossés hier. » La salle éclate de rire. Camille, elle, observe autre chose. La façon dont Paul le regarde. Avec un mélange de surprise et de joie, son père, l'homme sérieux, joue. À la fin de la séance, alors que tout le monde range, Paul traîne un peu. « Tu peux me montrer comment on fait? La voix de la colère ?» demande-t-il à Camille. La voix de la colère. Oui, quand tu as crié « non » tout à l'heure, mais que ça faisait pas peur, ça faisait juste fort. Elle s'accroupit. Tu veux apprendre à dire non sans faire peur? Il hoche la tête. À qui? À tout le monde. Il hésite, puis ajoute à papa, quand il ne vient pas. Gabriel, qui range des chaises à quelques mètres, tressaille. Camille garde son calme. Tu peux lui dire, tu sais, je veux pas qu'il soit triste. Elle lui sourit. Tu sais, les papas, ils encaissent plus qu'on ne croit. Elle se redresse, se tourne vers Gabriel. Je peux vous parler 2 minutes? Il s'approche, méfiant. Oui, on va organiser une petite représentation dans 1 mois, avec les enfants et les parents. D'accord. Ce serait bien que vous bloquiez la date, dit-elle doucement. Je vais faire de mon mieux. Elle le regarde droit dans les yeux. Ce n'est pas suffisant. Il serait dit. Pardon, faire de son mieux. Ça laisse la place à « Désolé, j'ai essayé ». Elle désigne Paul. Il a besoin que vous fassiez plus que « de votre mieux ». Il a besoin que vous décidiez. Il la fixe. Vous ne savez rien de mon travail. Non. Elle reste calme. Mais je sais quelque chose de votre fils. Ah oui? Il s'excuse pour vous. Tout le temps. Gabriel fronce les sourcils. Quand vous arrivez en retard, quand vous devez répondre au téléphone, quand vous partez avant la fin des jeux, elle baisse un peu la voix. À force, il va apprendre que les autres passent avant lui. Les mots le frappent plus fort que n'importe quelle phrase en comité stratégique. « Vous n'avez pas le droit de me juger sur la base de 3 ateliers, » murmure-t-il. « Je ne vous juge pas, » corrige-t-elle. Elle souligne chaque syllabe. « Je vous dis ce que je vois, et je vous dis que vous comptez pour lui plus que tout le reste. » Il serre la mâchoire. Il a envie de se défendre, de dire qu'il fait ce qu'il peut, que sans lui, 8000 salariés n'auraient plus d'emploi, que le monde ne l'attend pas. Mais il voit Paul qui les observe, inquiet. Il laisse tomber ses arguments. Quelle date, la représentation? Les jours passant, Gabriel se surprend à penser à Camille en dehors des mercredis. En réunion, il se rappelle sa façon de dire les choses sans détour. Quand un manager lui sert un discours creux, il imagine ce qu'elle dirait. C'est joli, mais ça ne veut rien dire. Un soir, après avoir couché Paul, il cherche son nom sur Internet. Camille Lefebvre, Théâtre Montreuil. Il tombe sur une petite annonce d'atelier, une vieille photo floue d'elle sur une scène de quartier, le dossier d'une pièce qu'elle a montée il y a longtemps, avant Léa. Il lit « Spectacle sur la dignité des invisibles ». Il sourit. Ça lui ressemble. De son côté, Camille découvre Gabriel par petites touches. Elle apprend qu'il est PDG un soir où les parents discutent devant l'école. Delcourt Logistique? Mais c'est énorme, s'exclame un père. Elle tourne la tête. C'est votre boîte? Gabriel hésite une seconde, puis acquiesce. Oui. Vous êtes quoi? Chef de service? PDG. Le père manque avaler de travers sa clope. Sérieux? Gabriel soupire intérieurement. Sérieux. Camille le regarde, comme si elle le voyait pour la première fois. Vous faites quoi? Exactement? On gère toute la chaîne logistique de grandes plateformes. Entrepôt, transport, livraison du dernier kilomètre. Donc, quand mon colis arrive en retard, c'est votre faute? Plaisante, elle. Souvent, oui, répond-il, surpris de lui-même. Elle rit. Je suis sûr que vous êtes terrifiant en réunion. C'est ce qu'on dit. Elle le fixe.
Et vous vous êtes donné la peine de venir faire le cheval qui a peur des flaques dans une salle de primaire. Il paraît. Elle hoche la tête, comme si elle rangeait l'information dans un coin de sa tête. Intéressant. Il n'est pas sûr d'aimer ce mot. Un soir de fin de séance, alors que tout le monde est parti, il reste un peu pour aider à ranger. Camille plie des foulards. « Vous pouvez y aller, dit-elle. »« Je suis capable de ranger un foulard, » répond-il. Elle sourit. « Je n'en doutais pas. »« Vous faites ça depuis longtemps ?» demande-t-il. « Le théâtre ? Depuis toujours. »« Et avec des enfants ? » ?»« Depuis que j'ai eu la mienne. » Elle hésite. « Avant, je voulais être metteuse en scène. Et maintenant ? Maintenant, je suis metteuse en scène de bout de vie. » Elle hausse les épaules. « Je travaille avec ce que j'ai. Des enfants, des parents, des salles des fêtes. Vous regrettez ?» Elle réfléchit. Parfois, elle le regarde. « Vous regrettez ? Quoi ? D'être PDG. » Il ouvre la bouche, la referme. « Je n'ai pas le temps de regretter. Ce n'est pas la question. » Il soupire. « Parfois, oui. Qu'est-ce que vous auriez voulu être ? » Il cherche. Surpris de se poser la question pour la première fois depuis longtemps. « Prof de maths, je crois. » « Sérieusement ? » ?»« Oui. J'aimais expliquer des trucs compliqués avec des schémas. » Elle sourit. « Vous le faites encore, non ? Avec des courbes de croissance, ce n'est plus tout à fait la même poésie. » Elle l'observe une seconde. « Vous pourriez expliquer des choses compliquées à votre fils. Déjà. Vous voulez dire autre chose que la logistique ? Je veux dire ce que vous ressentez. » Il se fige. Ça, c'est très compliqué. Et pourtant, c'est ce dont il aura le plus besoin. Elle ramasse le dernier foulard. « Bonne soirée, monsieur le PDG. »« Gabriel, corrige-t-il. »« Bonne soirée, Gabriel, » répétait-elle. Son prénom dans sa bouche a un effet étrange. Sa froideur d'acier se fendit un instant. La représentation approche. Les enfants répètent leurs petites scènes. Les parents apprennent 2 répliques, 3 gestes. Camille tient le tout avec une énergie joyeuse. Gabriel a bloqué la date dans son agenda, entouré en rouge. Il a prévenu son assistante. Ce jour-là, à 10 à 8 heures, je ne suis plus joignable. Mais monsieur, nous avons le comité avec les investisseurs américains, on le déplace. Ils ne vont pas apprécier. Je m'en occuperai. Étonnamment, il le fait. Le mail de changement de date part. Quelques réponses agacées arrivent. Il tient bon. Priorité personnelle, écrit-il. Il ne précise pas laquelle. Le jour J, pourtant, tout menace de s'effondrer. À 15 heures, un entrepôt brûle à moitié en région lyonnaise. Urgence. Appel. Plan de crise. Son téléphone explose de notifications. On doit vous avoir au téléphone, immédiatement, insiste son directeur des opérations. Le vieux réflexe revient. Tout mettre entre parenthèses, foncer. À 17h30, il est encore en conférence call, la voix tendue, les yeux sur les chiffres. On va redéployer sur le site de Villefranche, dit-il. Les syndicats menacent d'un blocage, prévient quelqu'un. Il regarde sa montre. 17h42. La représentation commence à 10 à 8 heures. À 20 minutes de là, dans la salle polyvalente, Camille régale les parents de consignes. On fait comme on a répété. D'accord ? Elle voit Paul, assis sur une chaise, le regard collé à la porte. Papa est en retard, murmure-t-il. Il va arriver, répond-elle. Il m'a promis. Elle sent son ventre se nouer. Les promesses, elle connaît. On va commencer à l'heure, chuchote une mère. Oui, confirme Camille. On commence à l'heure. Mais elle jette un coup d'œil à la porte à chaque minute. Gabriel hésite. Autour de lui, la crise logistique continue. On a besoin de votre validation, insiste son directeur. Vous l'avez, répond-il. Sur quoi exactement ? Sur le plan qu'on a évoqué. Redéploiement, cellule sociale sur place, communication aux clients. Vous ne voulez pas ? Non.
Il coupe l'onglet. Son cœur bat vite. Il est en train de faire quelque chose qu'il ne fait jamais. Lâcher avant la fin. Il enfile son manteau, attrape ses clés. Dans l'ascenseur, son reflet lui renvoie l'image d'un homme qui n'est pas si sûr de lui. Dans le taxi, il regarde les minutes défiler. 18-2. 18 sept. Vous pouvez aller plus vite? Demande T. Il au chauffeur. C'est Paris, monsieur. Pas un circuit. Il serre les dents. À 18-14, il arrive devant l'école. La représentation a commencé. De l'extérieur, on entend des petites voix, des applaudissements. Il s'arrête une seconde, la main sur la poignée. Je suis en retard. Comme toujours. La honte le traverse. Il imagine le regard de Paul. Il pense à faire demi-tour. Et puis, il se rappelle Camille disant « Il a besoin que vous décidiez ». Il pousse la porte. La salle est plongée dans un semi-obscurité. Sur la petite scène, 2 enfants jouent une scène de train en retard. Les parents sont assis sur des chaises en plastique. Camille, à Jardin, l'aperçoit. Leurs regards se croisent. Elle ne sourit pas. Elle incline simplement la tête vers une chaise vide au premier rang, à côté de Paul. Il avance, se faufile. Paul tourne la tête. Pendant une seconde, son visage ne montre rien, puis ses yeux s'agrandissent. « Tu es venu » chuchote-t-il. « Je t'ai promis » répond Gabriel à voix basse. Paul le regarde longtemps, puis remet son attention sur la scène. Mais sa main vient chercher celle de son père. Gabriel sent les petits doigts s'enrouler autour des siens. Sa poitrine se serre. Il ne voit presque pas le reste du spectacle. À la fin, les enfants font une ronde. Les parents les rejoignent pour le salut. Camille annonce, pour conclure, une scène improvisée début parent, fin enfant. Gabriel n'a pas le temps de comprendre. Camille désigne le duo Paul-Gabriel. À vous. Pardon? Paul m'a demandé qu'on invente quelque chose sur les promesses, dit-elle. Elle le regarde droit dans les yeux. C'est le moment. Il est tenté de refuser. De dire qu'il ne joue pas ce genre de scène-là, pas en public. Mais Paul le regarde avec une confiance qu'il ne mérite pas tout à fait. « On est prêt », dit l'enfant. Camille sourit. « D'accord. » Elle donne une consigne simple. « Paul, tu commences en jouant ton père. Gabriel, tu finis la scène en jouant ton fils. » Ils se mettent face à face. Le silence tombe dans la salle. Paul prend une inspiration, ferme les yeux, puis les rouvre. Quand il parle, il imite la voix posée de Gabriel. « Je suis désolé, mon chéri. J'avais beaucoup de travail. » Quelques rires étouffés. Paul continue. « Tu comprends, c'est important, sinon la société ne tourne pas. » Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de théâtre, il est étonnamment précis. Gabriel encaisse. « Je ferai de mon mieux la prochaine fois », ajoute Paul, mimant ses gestes. Camille intervient. « Stop !» Elle se tourne vers Gabriel. « À toi. » Il inspire. Il n'est plus le PDG. Il est un père debout devant son fils. Il prend la voix de Paul, un peu plus aiguë. « Moi, j'aimerais bien que tu dises « je viens » au lieu de « je ferai de mon mieux ». Sa voix tremble. « J'aimerais que tu m'expliques ce que tu fais vraiment au travail, que tu me parles des trucs qui te font peur. » Il continue, surpris lui-même de ce qui sort. « J'aimerais que pour une fois, ce soit moi le plus important, et pas tes réunions. » Il ferme les yeux un instant. « Et j'aimerais que tu arrêtes d'avoir peur d'être triste. » On entend un souffle dans la salle. Il rouvre les yeux. Paul est là, pupille brillante. Camille dit doucement. « Et maintenant, vous pouvez parler sans jouer. » Le théâtre s'efface. Il ne reste que la scène la plus vraie. Gabriel pose un genou à terre pour être à hauteur de son fils. « Tu as raison, » dit-il simplement. Paul le regarde, surpris. « J'ai peur d'être triste, oui. » Les mots sortent, comme s'ils avaient attendu des années. « Quand maman est morte, il cherche. J'ai fermé une porte. Et je me suis dit que si je réglais tout, si je contrôlais tout, je ne souffrirais plus.
Il avale difficilement sa salive. Mais je me suis trompé. J'ai juste changé la forme de la souffrance. La salle est silencieuse comme une église. Même les enfants se taisent. Je te promets, continue-t-il, que tu vas passer avant mes réunions plus souvent. Plus souvent, ce n'est pas toujours, remarque Paul. Quelques rires nerveux. Gabriel sourit. Je te promets que tu passeras toujours dans la liste des choses essentielles. Il prend une inspiration. Et je te promets que je te le dirai, quand j'ai peur ou quand je suis triste, au lieu de disparaître dans mon travail. Paul réfléchit, du haut de ses 9 ans. D'accord, dit-il. Il hésite, puis ajoute, et moi, je promets d'arrêter de dire aux autres que tu es très occupé quand je suis triste. Il se jette dans ses bras. La salle applaudit, certains essuient une larme. Camille regarde la scène, la gorge serrée. Elle sait qu'elle a pris un risque en les mettant là. Mais elle voit le résultat. Elle voit la froideur d'acier se fissurer devant tout le monde. Plus tard, quand la salle se vide, Gabriel s'approche d'elle. « Vous n'aviez pas le droit, dit-il d'une voix basse. Elle se crispe. Si c'est le moment où vous me dites que vous allez vous plaindre à la directrice, vous n'aviez pas le droit de viser si juste, la coupe-t. Elle s'interrompt. Merci, ajoute-t-il. 2 syllabes, mais avec un poids inhabituel. Il se tourne pour rejoindre Paul. Camille reste là, un peu sonnée. Elle vient de voir un PDG réputé glacial se mettre à nu dans une salle de primaire. Pour son fils. Et, sans qu'elle s'y attende, une petite chaleur se met à lui serrer le cœur. Après cette soirée, quelque chose a changé. Pas de manière spectaculaire. Il n'y a pas de grande déclaration. Pas de renversement immédiat. Juste des signes. Gabriel, par exemple, se surprend à refuser certaines réunions tardives. « J'ai un atelier théâtre, ce soir-là », dit-il à son directeur financier. « Quoi ? C'est compliqué, » répond-il. Il passe plus souvent à l'école. Il discute quelques minutes avec Paul sur le trottoir, au lieu de répondre immédiatement à ses mails. Il se surprend aussi à envoyer un message à Camille. Un jeudi, « Gabriel, il paraît que Paul ne parle à personne de ce qu'il fait au théâtre. Juste, merci de lui donner cet endroit. » La réponse arrive quelques heures plus tard. Camille. Il parle en jouant. C'est déjà beaucoup. PS. Vous avez fait un très bon Paul. Il sourit devant son écran. À Montreuil, Camille équilibre toujours ses heures de cours et ses piges. Mais elle reçoit un mail qui la laisse pensive. Projet. Atelier théâtre pour les adolescents en insertion. Possibilité de contrat à l'année. Contact. Delcourt Fondation. Delcourt Fondation. Elle lève un sourcil. Elle appelle le numéro indiqué. Bonjour, Fondation Delcourt. J'écoute. Une voix de jeune femme lui explique que le groupe vient de créer une fondation pour financer des projets culturels et sociaux. Nous avons eu votre nom par Monsieur Delcourt en personne, précise-t-elle. Camille serre la mâchoire. Voilà, elle s'y attendait. Le PDG qui étend son ombre dans sa vie. Le soir même, elle attend la fin de l'atelier pour parler à Gabriel. Les enfants sont partis, la salle est presque vide. « Je peux vous parler ?» dit-elle. « Ça dépend. Vous avez préparé une improvisation. Cette fois encore, elle ne rit pas. Vous avez donné mon nom à votre fondation. » « Oui, sans m'en parler. C'était une recommandation, pas un ordre. Je n'ai pas envie d'être votre projet, Gabriel. » Il se fige. « Ce n'est pas « J'adore mon travail », poursuit-elle. « J'adore travailler avec les enfants, les ados, essayer de bricoler des espaces de liberté avec 3 bouts de ficelle. » Elle le fixe. « Mais je n'ai pas envie qu'on pense que je suis là, parce qu'un PDG puissant m'a prise sous son aile. » « Pourquoi ? Parce que je me suis construite seule, » dit-elle simplement. Les mots résonnent étrangement proches de ceux qu'il a entendus chez lui, devant un autre tribunal intime. « Je comprends, » murmure-t-il. «
Je ne crois pas, non. Il prend une inspiration. Quand j'ai suggéré votre nom, je n'ai pas pensé à vous prendre sous mon aile. À quoi avez-vous pensé alors? À des gosses qui n'ont jamais mis le pied dans un théâtre et à votre façon de les faire exister. Il cherche ces mots. On dépense des fortunes en communication, en sponsoring. Ça m'a semblé logique de financer quelque chose qui a un vrai impact. Vous avez déjà beaucoup d'impact dans la vie des gens, Gabrielle. Elle sourit tristement. Vous décidez d'ouvrir ou de fermer des entrepôts, de garder ou de virer des gens. Vous savez tout ça, vous? J'écoute, dit-elle. Elle croise les bras. Je ne veux pas que, parce que je. Elle s'interrompt. Parce que vous quoi? Parce que je tiens à ce que vous êtes avec Paul, je sois obligé de dire oui à tout ce que vous proposez. Les mots sont sortis. Gabrielle reste figée. Vous tenez à ce que je suis avec Paul? Répète-t-il doucement. Elle rougit. Oui. Elle relève le menton. Ce que vous faites en tant que PDG, je peux en discuter, le critiquer, le refuser. Elle inspire. Mais ce que vous êtes en train de devenir comme père, ça, elle cherche. Ça me touche. Il sent sa défense glisser un peu. Je ne veux pas que vous confondiez les deux, ajoute-t-elle. Il reste là, quelques secondes, dans un silence épais. D'accord, dit-il finalement. D'accord? La fondation vous contactera si vous voulez, mais je n'interviendrai plus. Vous déciderez sur pièce, sans mon nom derrière. Merci. Elle se mord la lèvre. Et pour le reste, là où vous dites que je tiens à ce que vous êtes avec Paul. Il esquisse un sourire. Je crois que c'est à vous de décider ce que vous faites de ça. Elle soupire. Vous êtes insupportable. Je prends. Elle rit malgré elle. Je n'ai pas envie de mélanger tout, Gabrielle. Moi non plus. Il hésite, puis ajoute. Mais j'aimerais bien qu'on accepte au moins que, parfois, nos vies se mélangent un peu. Il montre la salle. Déjà, ici. Ce n'est ni la Défense, ni Montreuil. C'est un entre-deux. Elle regarde les chaises, les foulards, les dessins au mur. Un no man's land, murmure-t-elle. Un terrain neutre, corrige-t-il, où le PDG glacé accepte de faire le cheval qui a peur des flaques, où la metteuse en scène fatiguée accepte qu'on finance un de ses projets sans penser que c'est de la pitié. Il se rapproche d'un pas, où on pourrait, il laisse la phrase en suspens. Elle le regarde droit dans les yeux. « Tu es en train de me draguer, Gabrielle ?» Le tu lui échappe à elle comme à lui. Il sourit, un vrai sourire, rare, qui atteint ses yeux. « J'essaye, » répond-il. Elle éclate de rire. « Tu t'y prends comme un type qui n'a pas eu de fiche technique. Il n'y a pas de mode d'emploi pour toi, je crois. » Elle retrouve son sérieux. « Je ne te promets rien. Moi non plus. Je veux qu'on prenne le temps. » « D'accord. » Elle le pointe du doigt. « Et je veux que tu continues à être cette version de toi que j'ai vue sur scène, pas seulement celle du board. C'est plus facile ici que dans une salle vitrée, avoue-t-il. Elle incline la tête. Alors, on va commencer par ici. Les semaines suivantes, ils apprennent à se voir ailleurs que dans la salle polyvalente. Parfois, ils se croisent au parc, où Paul et Léa jouent ensemble. Parfois, ils se retrouvent à un café du quartier après un atelier, une fois les enfants déposés chez leurs copains. Ils parlent de choses légères, les films, les livres, les râleries sur le métro, et de choses plus lourdes. « Tu es toujours en colère contre Julien ?» demande un soir Gabrielle. « Oui, » répond sans hésiter Camille. « Et tu crois que ça disparaîtra un jour ?»« Pas complètement. » Elle boit une gorgée de thé, mais ça prend moins de place qu'avant. « Comment tu as fait ?» J'ai abandonné l'idée qu'il reviendrait s'excuser. Elle le regarde. « Et toi ? Moi ? Tu es toujours en colère contre la vie. Pour... » Elle ne finit pas la phrase. « Pour Mathilde ?» Il acquiesce. « Oui. Tu crois que ça disparaîtra ? Je ne sais pas. » Il soupire. « Parfois, j'ai l'impression que si je lâche la colère, je la trahis.
Tu ne la trahis pas en étant heureux, Gabriel. Elle pose sa main sur la sienne. Tu la trahis en cessant de vivre. Il avale difficilement. J'ai peur. De quoi? Que? Il cherche. Que si je laisse entrer quelqu'un, tout redevienne fragile. Elle sourit doucement. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est déjà fragile. Elle montre son propre cœur. Le mien aussi. Elle respire. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait déjà faire avec le fragile. Il la regarde. Longtemps. Son masque d'acier, celui qui lui sert en réunion, quand il annonce des plans de restructuration, n'est plus là. Il y a un homme, simplement. Un soir, alors que Léa est chez une copine et que Paul dort chez sa grand-mère, ils se retrouvent tous les deux dans un petit restaurant de la rue de la Roquette. On dirait un vrai rendez-vous, plaisante Camille. C'en est un, répond Gabriel. Elle le fixe. On devait prendre le temps. On le prend, dit-il calmement. On se parle depuis des mois. On voit nos enfants inventer leur propre famille. On s'est vus en colère, fatigués, amoureux de nos gosses. Il pose sa fourchette. Il manque une chose. Quoi? Que je te dise clairement que je tiens à toi. Elle sent sa gorge se serrer. Et que je te dise que ma froideur, il réfléchit. Ce n'est pas contre toi. Je sais, murmure-t-elle. Mais je voulais que tu l'entendes. Il inspire. Je suis maladroit. Je ne sais pas faire les choses à moitié. Ça, j'avais remarqué. Avec toi, j'essaie de faire différemment. C'est-à-dire de ne pas tout planifier comme un projet, de laisser la place à « il cherche », ce qui n'est pas rationalisable. Elle sourit. À la vie, quoi? À la vie, oui. Ils se taisent un moment. Puis elle dit doucement. Tu sais quoi? Quoi? Tu as encore ta froideur d'acier, des fois. Merci, mais pas devant moi. Elle penche la tête. Pas devant Léa. Pas devant Paul. Elle souffle. Et ça me va. Il sourit, un peu ému. Alors, on fait quoi? Maintenant, on finit nos pâtes, répond-elle. Ils éclatent de rire. Plus tard, sur le trottoir, devant sa porte, il hésite. Je peux t'embrasser? Demande-t-il. Elle le regarde, attend une seconde. Oui. Le baiser est simple, sans grand geste. Un baiser de gens qui ont déjà beaucoup vécu, qui ne cherchent pas la perfection, juste la vérité. Quand ils se quittent, plus tard, Camille se retrouve seule dans son salon. Elle marche jusqu'au petit bureau où elle prépare ses ateliers. Sur un post-it, elle écrit « Il y a des gens qui dégèlent lentement. L'important, c'est qu'ils dégèlent vraiment. » Elle le colle au-dessus de son ordinateur. Gabriel, lui, rentre chez lui. Paul est endormi, respirant calmement. Il le regarde un moment, lui caresse les cheveux. « Tu sais quoi ?» murmure-t-il. « Quoi ?» bredouille Paul à moitié dans son sommeil. « Je crois qu'on est en train de s'en sortir. »« Tant mieux », répond l'enfant avant de replonger. Au bureau, certains commencent à remarquer des changements. Gabriel écoute davantage, laisse plus de place à ceux qui parlent peu. Il ose dire parfois « je ne sais pas » ou encore « j'ai besoin de réfléchir » ou même, un jour, à la fin d'une réunion tendue, on s'arrête là. J'ai un spectacle à l'école. Les regards s'élargissent. Personne n'ose contester. Les mercredis à l'atelier continuent, mais prennent une autre couleur. Paul et Léa inventent une scène où un roi qui donne des ordres apprend à demander de l'aide. Les adultes rient. Camille et Gabriel échangent un regard complice. Ils savent les nuits d'angoisse, les comptes à faire, les décisions trop lourdes, les solitudes dans les lits trop grands. Ils savent aussi les mains d'enfants qui se glissent dans la leur, les rires qui éclatent dans des salles mal éclairées, les promesses tenues, parfois au prix d'un col déplacé. Le monde ne devient pas soudain plus doux. Il y a encore des entrepôts qui brûlent, des factures à payer, des blessures qui ne disparaîtront jamais complètement. Mais il y a, au milieu,
Un homme qui a compris qu'être solide ne voulait pas dire être glacé. Et une femme qui a appris qu'elle pouvait accepter qu'on l'aide sans perdre ce qu'elle est. Un soir, alors qu'il range les foulards à la fin d'un atelier, Léa demande « On est quoi, nous, tous ensemble ?» Camille hésite. « On est… » Paul répond à sa place. « On est une troupe. » Il regarde son père, regarde Camille. Et les troupes, ça reste ensemble même quand c'est difficile. Gabriel passe un bras autour de ses épaules. « Il a raison, dit-il. » Camille acquiesce. « On est une troupe, avec un PDG, à la froideur d'acier, pour le reste du monde. Mais pas devant eux. Jamais devant eux.